On a parlé hier. Vous avez d'ailleurs, vous auditeurs, beaucoup réagi à ces problèmes avec ces réactions violentes sur l'affaire Philippines. Vous pouvez aujourd'hui continuer à réagir au 0826 300 300. Mais place à André Verkoff. Et place à Claire Géronimi, c'est bien ça. Bonjour Claire. Bonjour. Voilà, on va raconter un peu, et vous allez raconter cette histoire qui vous est arrivée, vous, ce drame qui est arrivé quand même en 2023. Et justement, vous avez eu un viol par quelqu'un qui était sous OQTF et qui, voilà. Et avant d'en parler, je voudrais vous faire entendre 2 ou 3 déclarations. La première, vous allez voir, c'est quelqu'un qui s'était engagé, c'était en 2017, il y a 7 ans, et il avait promis de faire quelque chose. Écoutez. Je veux être ici intraitable. Toutes celles et ceux qui, étant étrangers en situation irrégulière, commettent un acte délictueux, quel qu'il soit, seront expulsés. Ah ben formidable, voilà. Toute personne, tout étranger qui commettrait un acte délictueux, quel que soit cet acte, il ne parlait pas seulement de viol ou d'autre, sera expulsé. Formidable. Enfin, un homme politique qui va tenir ses promesses. Eh bien, c'était Emmanuel Macron, président de la République, et c'était en 2017. Nous sommes en 2024. Il n'y a plus eu d'acte délictueux depuis 7 ans, comme chacun sait. Eh bien, on va en parler, et on va en parler d'abord avec quelqu'un qui est le père, le général Schmitt, le père d'Anne-Lorraine Schmitt. Je rappelle que ce père d'Anne-Lorraine Schmitt avait été mis en photo sur le mur des cons du siège du syndicat de la magistrature. C'est il faut le rappeler, ce petit détail. Et voici ce que disait là, tout récemment, sur Figaro TV, le monsieur Schmitt, le général Schmitt. Écoutez. Je vous défie de me trouver une seule mesure qui a été prise depuis 17 ans pour qu'un tel crime ne se reproduise pas. Alors, on a droit du déclaratoire, on a droit à des grands discours, mais rien n'a été fait depuis 2007. Donc, il y a eu Anne-Lorraine, il y a eu Philippines, mais il y en aura d'autres. Dans les circonstances actuelles, il y en aura d'autres. Et il y a eu Claire, et il y a eu des dizaines et des dizaines d'autres. Il y a eu aussi des meurtres, il y a eu des tabassages, et rien n'a été fait. Écoutez encore une fois. Vraiment, on n'aurait pas envie d'en parler de façon régulière, mais encore une fois, hier sur Europe 1, voici ce que déclarait Marius Larrivé, le petit-fils de Berthe Picot. Berthe Picot, écoutez-moi bien, 91 ans, violé et tué en juin 2021 par un migrant clandestin pakistanais sous OQTF. Je rappelle, violé et tué par un migrant clandestin sous OQTF. 91 ans, Berthe Picot, écoutez. Aujourd'hui, si on pointe du doigt une défaillance comme le traitement des OQTF en France, on passe immédiatement pour un facho. La chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'aujourd'hui, c'est la société civile qui doit s'emparer du sujet. Moi, j'ai entendu les discours d'Emmanuel Macron. En 2022, il a promis que 100% des OQTF seraient traités. D'accord ? Que les gens envers qui on avait prononcé une obligation de quitter le territoire français seraient renvoyés dans leur pays. On a un taux de 6% aujourd'hui en 2024. N'importe qui, dans n'importe quelle boîte, je veux dire, s'il atteint 6% de ses objectifs, il se fait dégager, mais dans la minute. Oui. Je ne sais pas s'il se fait dégager en 20 minutes. En tout cas, c'est clair que 6% des objectifs, c'est réussi. Alors, c'était pas en 2022, c'était en 2017, comme on vient de le dire. Claire Géronimi, ça vous est arrivé, ce drame, il y a un peu plus d'1 an, c'est ça ? Exactement, c'était le 11 novembre 2023 où en fait je rentrais de chez moi tranquillement, j'étais en train de faire mes courses. Du coup, c'était un samedi après-midi, il était environ 16h30. Ah oui, en plein jour, quoi. En plein jour, ouais. Exactement. Et en fait, j'ai tapé mon code de ma porte d'entrée. Vous savez, c'est des grandes portes cochères parisiennes. Et j'ai pas regardé derrière moi parce que normalement, je pense qu'on ne doit pas forcément être obligé de regarder derrière soi quand on rentre chez soi. Et au final, en fait, je me suis fait suivre dans mon hall d'entrée. En fait, j'ai fait 5 pas et puis je me suis retrouvée plaquée au sol.
Dans le couloir, après la porte d'entrée de l'immeuble, c'est exactement, ça. Vraiment dans ce hall qui était très froid, où il faisait presque déjà à moitié nuit parce que on était en plein mois de novembre. Et en fait, c'est un homme qui a commencé il a commencé à m'étrangler, à me dire qu'il allait me tuer. Au début, je me suis dit que c'était juste un vol et qu'il allait partir et que voilà, ça allait se terminer comme ça. En fait, au final, j'ai compris qu'il voulait plus. Moi, j'ai essayé de me défendre comme je pouvais. On s'est défendu pendant presque 10 minutes quand même. Normalement, une agression, c'est entre 2 et 3 minutes. On s'est défendu pendant 10 minutes. Au final, je me suis essoufflée. J'ai essayé de vraiment me défendre, mais malheureusement, une femme face à un homme, c'est compliqué. Donc j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Donc je me suis laissée violer. Et tout ça, au total, cette scène d'horreur, ça a duré 30 minutes environ. Et personne n'est passé, pas de voisin, pas de rien. Non, pourtant j'ai essayé de crier très très fort, mais malheureusement personne, parce que le 11 novembre, souvent, comme c'est un jour férié, les Parisiens partent en week-end. Et en fait, heureusement, il y a une voisine qui est descendue au bout de 30 minutes et qui l'a fait fuir. Après, la voisine au sujet ne m'a pas secourue. Ce qui montre des fois un peu l'individualisme qu'il y a dans cette société, malheureusement. Du coup, elle m'a laissé dénudée, ensanglantée, où je suis rentrée chez moi enfermée à double tour. Ah bon, elle n'a pas appelé la police, elle n'a rien fait? Non, elle n'a pas appelé la police. Elle vous êtes montée toute seule après, d'accord. Exactement, alors qu'en plus de ça, elle est mère d'enfants aussi, donc je pense que... Elle aurait pu être compréhensive, mais elle avait un taxi à prendre parce qu'elle avait un train. Donc c'était plus important que de secourir peut-être quelqu'un. Donc voilà, après, du coup, j'ai les policiers qui sont venus chez moi, qui m'ont gentiment pris ma déposition. Il y a une vingtaine de policiers en tout. J'ai appris qu'en fait, il y avait une autre fille juste avant moi qui avait été également violée par le même agresseur. Moi, forcément, j'ai vraiment fait en sorte de me mémoriser tous les détails possibles pour pouvoir bien l'identifier. La police a fait un travail incroyable parce qu'ils l'ont retrouvé 1 heure après. Il était en train de se promener tranquillement comme un touriste sur les Champs-Élysées. Au final, il a été arrêté, il a été en garde à vue, maintenant il est incarcéré en attendant le procès. Il est en préventive pour le moment, il n'y a pas eu de procès. Il est en préventive. Mon avocat m'a dit que le procès serait d'ici 2 à 5 ans. 2 à 5 ans. Exactement. Alors que ça peut être dans 5 ans, quoi. Ça peut être dans 5 ans, ça peut être plus aussi, parce que peut-être que mon agresseur est aussi un violeur en série. On ne le sait pas encore, on est en train de voir dans la procédure. Alors, vous avez donc réagi. Est-ce que vous avez donc essayé d'appeler, je pense, les médias, etc. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu Comment vous avez, non pas vécu ça, on imagine comment vous avez pu voir ça. Vous étiez en état de sidération pendant assez longtemps, j'imagine. Non, pas du tout, justement. En fait, déjà, quand on se fait agresser, souvent on est détaché de son corps, mais souvent il y a beaucoup de personnes qui se souviennent pas de l'agression. Moi, je me souvenais vraiment de tous les détails. D'accord. Et en fait, après, j'ai vu le lendemain des articles sortir dans les médias, dans des faits divers, avec des informations complètement mélangées. Sur votre agression. Et en fait, je me suis dit, c'est pas normal. On peut pas banaliser cette violence. C'est quand même un viol, 2 viols consécutifs qui ont été faits en plein milieu d'une journée dans un quartier qui est quand même favorisé parce on parle du 8e arrondissement de Paris quand même. C'était près des Champs-Élysées, pas loin. Exactement. Et en fait, je me suis dit, on peut pas laisser ça comme ça. Du coup, j'ai contacté un journaliste que je connaissais qui m'a fait passer sur TPMP. Parce qu'on s'est dit que c'était là où il allait avoir vraiment une grosse résonance aussi, pour toucher le plus de citoyens. Et après, au final, il y a eu la loi de l'immigration, et là, tout s'est enchaîné, où vraiment, moi, je dénonçais le fait que je comprenais pas pourquoi cet homme était sur ce territoire, parce qu'il était sous le coup déjà de 3 OQTF. 3 OQTF, exactement. D'accord. Et également, je voulais me faire passer un message de prévention pour les femmes, comme quoi il fallait faire attention aujourd'hui, parce qu'on n'est plus du tout en sécurité en France. Et c'est comme ça qu'en fait tout s'essuie, et que du coup j'en ai parlé énormément dans la presse et dans les médias. D'accord. Et vous avez été accueilli comment? Enfin, je veux dire, les gens comprenaient, les gens où il y a eu aussi les deux facettes, c'est-à-dire les deux poids deux mesures. Alors, il y a vraiment eu 2 poids 2 mesures, parce que j'ai vraiment essayé de contacter tous les médias, que ce soit des médias plutôt positionnés à droite ou à gauche. J'ai eu beaucoup plus de réponses de médias de droite que de médias de gauche. Pourtant,
c'est pas faute de les avoir contactés, mais souvent beaucoup de non-réponses. Enfin, le viol, c'est de droite ou de gauche. L'agression, c'est de droite ou de gauche. Je vois pas ce que le droite et la gauche vont faire là-dedans. Hein. Eh ben, écoutez, je ne sais pas. J'attends toujours leur réponse. J'ai également essayé de contacter des associations féministes qui m'ont dit que mon histoire les intéressait pas non plus, que mon agresseur, de ce que j'ai compris en tout cas, j'en ai déduit que mon agresseur était pas le bon profil d'agresseur et que moi j'étais pas le bon profil de victime non plus. Et ils vous ont dit ça comme ça, ou comment ils vous l'ont présenté? C'est intéressant. Vous adressez à non pas les associations féministes, quelles qu'elles soient, enfin en tout cas celles que vous avez vues. Ils vous disent quoi? Oui, mais on peut pas en parler. Oui, mais c'est le discours, c'est quoi? Écoutez, appelez, faites attention à vous, etc. C'est quand même un message plutôt bienveillant, mais nous, on ne pourra pas vous aider. C'est plus dans ce sens-là. Et pourquoi vous ne pouvez pas nous aider? Jamais aucune réponse, mais du coup, on est obligé non, mais je veux dire, quand vous posiez la question, pourquoi vous ne pouvez pas m'aider, on vous répondait pas. Non, on répond pas, et c'est comme les médias de gauche aussi, que je ne citerai pas, m'ont également sorti les mêmes excuses. C'était, je suis pas dans le même service que cette personne-là, donc en fait, je peux pas pouvoir vous répondre. Oui, d'accord, oui, voilà. C'est ça. C'est pas moi, c'est l'autre, malheureusement. Il est absent aujourd'hui, mais rappelez dans 2 jours. Hein. Exactement, d'accord. Et alors, et du point de vue de la justice, vous avez porté plainte, j'imagine? Oui, du coup, j'ai porté plainte directement après. Le problème, c'est que, en fait, moi, ce qui m'a étonnée, c'est que, du coup, on nous fait toute une batterie de tests, on doit aller aux unités médico-judiciaires. Déjà, on est plutôt très mal accueillis, et après, on nous propose quand même un suivi psychologique. On nous donne un numéro d'une police, une personne qui travaille dans la police qui est psychologue. Sauf qu'en fait, elle est tellement débordée qu'au final, on peut avoir un rendez-vous d'ici 1 à 2 semaines. Et également, en plus de ça, on nous donne... Vous avez besoin d'un suivi de justice, de suivi psychologique, pardon, et simplement, il faut attendre. Il faut attendre, et en fait, moi, je me suis rendu compte que je pouvais pas attendre parce que, j'ai commencé quand même à avoir des idées noires aussi, alors que pourtant, je suis une personne quand même assez stable. Et du coup, j'ai dû prendre tous les frais en charge vraiment toute seule, et depuis, je pense, 1 an, j'ai dû dépenser plus de 2000 € en suivi psychologique. Donc, oui, vous moi. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les victimes ne sont pas du tout suivies, malheureusement. Et puis il y a les avocats, etc. En tout, si c'est pas indiscret, vous avez dépensé combien depuis 1 an? Là, je pense qu'on est aux alentours de 15 000 €. Mais en fait, le coût d'une victime, du dépôt de plainte jusqu'au procès, c'est environ 35 000 € entre les frais d'avocat, si on veut pas prendre un avocat commis d'office. Oui, commis d'office, oui. Et également si on veut avoir des suivis psychologiques réguliers. Donc c'est une somme que souvent pas beaucoup de personnes n'ont. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'on est victime de son agresseur, de son bourreau, mais également de la justice. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas les moyens de le faire, vous vous trouvez toute seule. Et je suppose que vous étiez conseillère financière, je crois. Et vous avez évidemment, vous étiez en burn-out. Enfin, vous avez été obligé d'arrêter pour des raisons évidentes. On va continuer d'en parler. Claire Géronymi, restez avec nous parce que c'est très important de bien faire comprendre ce qui se passe. À tout de suite. Et si vous voulez réagir à ce témoignage, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Notre antenne vous est ouverte. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Claire Géronymi, victime d'un viol par un récidiviste sous OQTF en 2023. Vous nous avez raconté ce qui se passe et hélas, il n'y a pas de cas isolé là-dessus, ça n'existe pas. Vous avez pris contact avec des politiques, Claire Géronymi? Bien sûr, j'ai essayé de contacter tous les bords politiques. Il y en a qui m'ont répondu, d'autres non. Du coup, j'ai pu rencontrer certains politiques de certains partis. Est-ce qu'ils ont pris publiquement position? Il y en a qui ont pris publiquement position, d'autres non. D'accord. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de pouvoir contacter le gouvernement en lui-même pour vraiment avoir des réponses, parce que c'était justement Emmanuel Macron qui avait promis qu'il y allait avoir 100% des OQTF exécutés. Aujourd'hui, on n'a que 7% des OQTF exécutés. Donc, en fait, moi, c'était vraiment comprendre pourquoi il y a une défaillance, en tout cas, de ce côté-là, de l'application des OQTF. Et à votre avis, pourquoi? Je pense, votre avis personnel, je pense de citoyenne. Peut-être manque de courage, manque de budget.
Je ne sais pas, à voir. En fait, j'aimerais bien discuter avec eux pour me faire mon propre avis parce qu'on entend beaucoup de choses, mais je pense que c'est beaucoup plus simple quand on a les réponses de ceux qui ont les leviers d'action. Certes, mais quand vous leur avez posé la question pourquoi il n'y a que 6% ou 7% des OQTF exécutés, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ou qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors, les autres partis politiques me racontent qu'il y a des problèmes avec les centres de rétention administratifs, qui sûrement il y a pas assez de budget en tout cas appliqué là-dedans. Après que c'est vraiment une manque de volonté aussi de la part de notre gouvernement actuel. Mais comme je n'ai pas eu de réponse de la part d'Emmanuel Macron... Donc vous, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux personnes qui seraient victimes potentielles? Encore une fois, je répète quand même aussi que les viols, il n'y a pas que des violeurs sous OQTF, il y a des violeurs partout, qu'ils soient français de souche ou pas français de souche, etc. Mais que quand on a une obligation de quitter le territoire français, il y a quand même quelque chose, parce qu'on mélange tout, on dit voilà, on mélange, vous m'avez dit vous-même d'ailleurs Claire, on mélange violence conjugale et viol. En quoi c'est très différent pour vous? Pour moi, c'est très différent parce que, en fait, je me suis fait taper dessus aussi par certaines féministes de gauche parce qu'elles m'ont dit que, en fait, les viols qui étaient faits par des étrangers, dont des personnes sous OQTF, étaient moindres comparés à des violences faites aux femmes dans le milieu conjugal. Parce qu'en fait, c'est des choses on vous dit que c'était moindre, c'était moins important. Moins important. Et en fait, c'est pas du tout comparable parce que les viols qui sont faits par des personnes sous OQTF, je pense que c'est des viols qui peuvent être évités. Et c'est également quelque chose, c'est quelque chose qui peut tout simplement être évité. Et du coup, oui, je me suis fait pas mal insulter là-dessus. Reprocher. Remonter les bretelles. Exactement, voilà. Sauf que, en fait, malheureusement, si on exécutait bien les OQTF, ça n'arriverait plus. Alors, vous avez un podcast Éclat de femmes, qu'on peut voir sur les réseaux, sur Internet, etc. Et vous comptez fonder une association. Exactement. En fait, comme je vous l'ai dit, le coût d'une victime en moyenne est de 35 000 €. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de victimes, par le biais de ma médiatisation, il y a beaucoup de victimes qui sont venues justement me raconter qu'elles se sentaient très isolées et qu'elles n'avaient pas forcément de budget pour pouvoir financer leur plainte et leur procès. Du coup, nous, ce qu'on compte faire avec Éclat de femmes, c'est qu'on compte mettre à disposition un soutien financier. Ah oui, qu'il y ait une caisse, oui. Exactement. Ça, une cagnotte pour. C'est ça, du côté juridique, psychologique et également administratif. Et on aura aussi des bénévoles qui pourront être à l'écoute à toute heure des victimes. Ça va être lancé, que ce sera, à votre avis, opérationnel quand, votre association? D'ici un mois. D'ici un mois. C'est pour ça qu'au début, on a commencé à lancer le podcast pour pouvoir créer notre communauté. D'accord. Voilà. Et dernière question, Claire Géronimi. Vu l'état des choses et ce que vous avez subi personnellement, vous êtes pour l'autodéfense? Vous êtes pour que les femmes, d'ailleurs, et les hommes, soient... alors, je sais que c'est une question politique qui fait beaucoup polémique, mais est-ce qu'il ne faut pas donner aux personnes comme ça, qui sont suivies dans leur maison, dans leur domicile ou dans l'immeuble, les moyens de se défendre? Peut-être, ça serait... Quel est votre avis? Non, mais votre avis personnel? En fait, déjà quand on a une bombe lacrymogène, c'est déjà une arme blanche en fait. C'est ça qui est problématique. C'est considéré comme une arme blanche. C'est considéré comme une arme blanche. Je pense qu'une petite bombe à poivre, en tout cas moi c'est mon rituel, dès que je sors de chez moi j'en ai une, et je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui... Vous l'aviez avant? Je l'avais avant aussi. D'accord. Malheureusement ce jour-là je l'avais pas et j'aurais même pas pu au final en fait l'utiliser. Oui, c'est donc ça. Peut-être qu'il faudrait employer des moyens. Après, de là à faire des ports d'armes, pourquoi pas? Je ne sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être voir... Non, mais des moyens d'autodéfense. Des moyens d'autodéfense, pourquoi pas? Quand vous dites vous-même une femme face à un homme, il n'y a pas les mêmes... Tout simplement, peut-être ce moyen de défense avec son corps, peut-être que l'État devrait peut-être financer des cours de self-défense pour les femmes. Ça serait peut-être déjà un bon commencement. D'accord. Merci Claire Géronimi, merci. À vous. Et puis j'espère que vous allez retrouver tout votre travail et tout le reste. Je pense que oui. Merci beaucoup.